pourquoi les investisseurs ont autant acheté Uber, etc., etc. C'est qu'à un moment, en fait, ils savent très bien que Uber, dans les 10 prochaines années, ils vont virer tous leurs chauffeurs et ils auront des voitures autonomes, donc ils vont virer les 2/3 de leur charge. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier? J'ai le grand plaisir d'accueillir Corentin, qui est le fondateur de l'entreprise Super Capital, une communauté d'investisseurs. Corentin nous donne des clés de lecture sur le secteur du VC en France et à l'international, va nous expliquer également sur quelles décisions il se base pour financer ou non des entreprises. Je vous invite à découvrir tout de suite cet épisode. Bonjour Corentin, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu as monté une société qui s'appelle Super Capital. Vous êtes une communauté d'investisseurs. Absolument. Tu as investi plus de 20 millions d'euros des fonds que tu as montés. Et en même temps, tu as investi au global plus de 50 millions d'euros avec la communauté d'investisseurs que tu gères aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est ça. C'est top de t'avoir parce qu'on parle beaucoup de levée de fonds, de séries, il y a pas mal de sujets autour du venture, je pense, ces dernières années. Je pense que le sujet est monté en intérêt de mon point de vue. Donc, est-ce que tu peux peut-être te présenter et présenter Super Capital? Ouais, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup de l'invitation. Très sympa. Écoute, moi, j'ai toujours été passionné d'innovation, d'idées nouvelles, tu vois, de gens qui essayent d'inventer des choses. Et de là, bah, forcément, je me suis intéressé assez tôt à l'informatique, et à toutes ces choses-là. Et donc, j'ai eu la chance de assez tôt découvrir ce qui se passait dans la Silicon Valley. Assez tôt, ça veut dire au milieu des années 2000, entre 2005 et 2008, où j'étais journaliste tech basé à Paris, mais j'allais assez souvent Silicon Valley, Asie, etc., pour aller voir un peu des événements internationaux de technologie, d'innovation. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est un univers que j'adore, que je veux rejoindre. Et comme je suis pas, j'ai pas à ce jour, en tout cas, de compétences de programmation informatique, je me suis dit comment je peux rejoindre ce monde-là. Il y a deux manières de rejoindre ce monde-là quand t'es pas programmeur. C'est soit tu peux investir dans ces boîtes-là, soit tu peux en créer toi-même. Et donc j'ai fait un peu les deux, parce que j'ai créé quelques boîtes, profil plutôt entrepreneur. Et ensuite je me suis mis à investir. D'abord des petits montants, juste moi, et ensuite en réunissant, comme tu l'as dit, une grande communauté de business angels, donc d'investisseurs autour de moi, pour co-investir et pour investir beaucoup plus. Ok. Parce que tu as commencé en quelle année à vraiment investir Mon premier ticket dans une société, je l'ai investi en 2017 ou 2018. 17 je pense, voilà, et c'était des petits tickets, c'était dans des sociétés que j'avais pu croiser dans mon réseau, etc., des opportunités, tu vois, parce que c'est, en fait, à l'époque, c'est marrant parce que c'est seulement il y a 6 ans, et en même temps, 6 ans dans cet écosystème, c'est énorme, et en fait, à l'époque, je sais pas, donc si tu connaissais déjà bien cet écosystème ou pas, mais c'était très dur de rentrer dans des deals de start-up à l'époque parce que fallait mettre des tickets très importants, genre minimum 50 000 euros sur une boîte par exemple, chose qui est impossible à faire quand t'as pas vendu ta boîte toi-même, tu vois. Et surtout, bah en fait, fallait identifier les boîtes et tout ça, et c'était compliqué. Et donc du coup, bah c'était vraiment un mix de réseau, d'opportunités et de plein de choses. Et justement, c'est là que je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc à faire où on va réunir des gens autour de moi pour qu'on investisse ensemble. Parce que juste pour donner une idée de l'écosystème à ce moment-là, des fonds, il y en avait, c'était encore assez peu structuré. T'avais quoi? T'avais la BPI, t'avais des choses, En fait, c'était très structuré sur tout le monde des grosses levées de fonds, série A, série B, etc., le private equity, tous ces choses-là. Par contre, ce qu'on appelle le early stage, donc tout ce qui est avant la série A, tu sais, tout ce qui est seed, pré-seed, en gros, quand la boîte est toute jeune, hein, en fait, c'était pas du tout structuré. Il y avait quelques mecs et quelques nanas qui investissaient comme ça, des petits tickets, 10K, 20K par-ci, par-là. Il y avait rien qui les réunissait. Il y avait rien de structuré, il y avait rien de professionnel. Et moi, je voulais amener un peu de professionnalisme sur ce côté early stage, sur ce marché early stage. Et ce professionnalisme, je l'avais vu en bossant avec quelques grosses banques d'affaires, tu vois, sur des gros deals. D'accord. Ah, tu avais déjà bossé sur des gros deals j'avais bossé sur quelques gros deals dans une petite banque d'affaires qui s'appelle toujours Chausson Finance, qui était vraiment la référence sur la tech. Et je m'étais rendu compte que sur le côté early stage, en fait, c'est difficile pour les business angels de trouver des sociétés dans lesquelles investir et de faire son choix. Et deux, de l'autre côté, quand tu es entrepreneur, c'est difficile de trouver ces investisseurs. Du coup, il y avait un matching à faire. Et à ce moment-là, donc, toi, tu es rentré via du réseau et tu t'as permis derrière à d'autres BA
de profiter aussi toi de ton réseau que tu as pu forger. En gros, c'est ça la genèse. C'est exactement ça. En fait, comme je te disais, tu vois, ça faisait longtemps que j'étais dans cet écosystème. Je voyais beaucoup de startups, je voyais quelques investisseurs aussi. Et en fait, les opportunités que j'avais d'investir dans des startups, elles pouvaient intéresser des gens autour de moi. Donc en fait, j'ai commencé avec une quinzaine, une vingtaine de copains / collègues de travail en leur disant regarde, je mets un petit ticket de quelques milliers d'euros dans cette boîte, je trouve que c'est intéressant, est-ce que tu veux me suivre, est-ce que tu veux venir avec moi co-investir? C'est comme ça que ça a démarré vraiment de manière assez informelle en fait. Et petit point de contexte, de clarification, le pré-seed et le seed, parce qu'en fait je sais qu'il y a quelques années c'était pas non plus les mêmes montants qu'aujourd'hui. Par exemple sur une série A, sur un seed pré-seed, est-ce que tu peux juste nous donner un petit peu des guidelines sur les montants et les valos? Ok, Écoute, en fait, tout le monde a sa propre définition de ce que c'est le seed, le pré-seed, la série A, etc. Mais grosso modo, pour mettre un peu tout le monde d'accord, on va dire que le pré-seed, c'est en fait avant qu'il y ait du revenu ou avant qu'il y ait des clients ou avant qu'il y ait le produit, tu vois. C'est vraiment, la boîte, elle est naissante. Peut-être elle fait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est tout petit, tu vois. Le fameux product market fit n'a pas été trouvé. Et donc là, le pré-seed, en fait, on va investir, je sais pas, l'entrepreneur, il va lever peut-être entre 200 et 500 K, tu vois, sur une valo entre 1 et 3 millions. Grosso modo, sauf s'il est serial entrepreneur, tu vois, s'il a déjà créé une boîte avant et vendu une boîte avant, là, la valo, elle va être à 4, 5, 6, 7, 8 parce qu'il a ce track record, cette légitimité d'avant. Okay. Ensuite, sur le seed, ils vont lever entre 500K et 2 millions, tu vois, sur des valos entre, on va dire, 3 et 10 millions. Et puis sur la série A, on va être sur des montants supérieurs à 2 millions d'euros de levée, sur des valos entre 5 et 20, 30, tu vois, millions. Donc c'est à peu près comme ça que le marché se structure aujourd'hui. Sur la CA, tu disais entre… Ils vont lever à peu près ils vont lever entre 2 à 10 millions. Aujourd'hui, sur une très belle et grosse série A, tu lèves 10 millions ou un peu plus, mais le gros du marché, il va se lever entre 2 et 5 millions sur une série A, tu vois. Et avant, il y a 6 ans, c'était plutôt 2 C'était même moins que ça, c'était entre 700K et 2 millions, tu vois. Et la série A, c'était tu vois, il y a une petite dizaine d'années, c'était 1 million la série A. Je me rappelle, chez Chausson Finance, il y a une douzaine d'années, on avait fait un deal qui, à l'époque, était absolument incroyable. Les gens n'en revenaient pas tellement on avait levé d'argent. C'était 20 millions. Ouais. Et, bon, aujourd'hui, une levée de 20 millions, c'est chaque semaine, tu vois. Ouais. Et à l'époque, c'était complètement fou. Est-ce que tu penses que c'est le VC américain qui a un petit peu, qui arrive en Europe? Enfin, qu'est-ce qui a fait que cet écosystème a vraiment évolué dans cette direction de lever plus de fonds? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est la professionnalisation du secteur? Oui. Et toi, VS, un autre investissement, donc tu as mis, parce que tu mettais assez rapidement ton propre investissement sur des boîtes qui finalement, product market fit, tu te dis, l'asset que j'achète, il y en a pas, quoi. Je veux dire, en tout cas, il est pas encore matérialisé. En fait, il y en a un, c'est l'équipe. Ouais, c'est l'équipe. Ouais. Mais si elle se je veux dire, il y a beaucoup de risques. En fait, qu'est-ce qu'ils aient développé? Moi, si tu veux, cet écosystème, je le connais depuis plus de 15 ans. Donc, en fait, la différence fondamentale entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu énormément d'éducation qui a été faite sur qu'est-ce qu'une boîte, qu'est-ce qu'une startup, comment on la scale et comment on lève des fonds et comment on pitch, etc. Et en fait, toute cette éducation qui a été faite par des incubateurs, des accélérateurs, etc., qui n'existaient pas, je rappelle, il y a 10-12 ans, ça n'existait pas, tout ça. Et tous ces gens-là, ils ont fait énormément de bien à l'écosystème, ils l'ont construit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il arrive ou elle arrive sur le marché avec des connaissances sur qu'est-ce qui fait le succès d'une boîte, comment tu l'as créée, comment tu la développes, comment tu la scales, comment tu lèves des fonds, etc. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que les levées ont été de plus en plus importantes, qui ont attiré de plus en plus d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et puis aussi, il ne faut pas se leurrer, quand certains investisseurs ont fait des beaux multiples, tu vois, par exemple, sur un back market, si tu avais investi au début de back market en 2014 quand ils se sont créés, tu aurais investi sur une valo de 1 million et tu aurais pu sortir l'année dernière sur une valo de 3 milliards. Tu aurais fait un fois 3000. En fait, tout ça, ça existe. D'accord, ça, à ma connaissance, c'est le plus gros multiple en France, sur l'écosystème français. En fait, tout ça, ça se sait. Et donc, il y a des gens qui n'investissaient que dans l'immobilier qui vont commencer à s'intéresser à l'investissement startup parce qu'ils vont se dire attends, waouh, je connais un tel, il a fait x50 sur une boîte. Je connais un tel, il a fait machin. Et ils commencent à se dire attends, finalement, ok, c'est risqué, mais c'est peut-être pas mal. Et en fait, tout ça, c'est une boule de neige qui grossit et qui crée un véritable écosystème, un véritable marché. Je pense qu'on en est
encore à peu près au début. Les années 2000, c'était le balbutiement. Les années 2010, ça a été un peu la construction de cet écosystème. Et là, ça y est, cet écosystème, il est en plein essor. Mais je pense qu'il a encore des décennies, au moins 2 ou 3 décennies belles devant lui. En fait, c'est une vraie innovation financière qui a permis à une nouvelle classe à la fois d'actifs, mais aussi de types d'entreprises d'éclore et d'émerger, quoi, finalement. Ouais, complètement. Et ça, c'est vrai ce que tu dis. Et aussi sur les levées de fonds, maintenant, en fait, on voit qu'il y a plein d'acteurs sur le marché qui proposent d'investir à partir de tickets de 1 000 €, tu vois, dans des boîtes. Chose impensable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait que tu mettes 20 000 € sur une boîte. C'était hyper risqué, c'était hyper dur parce que forcément, c'est vraiment la classe d'actifs la plus risquée, les startups. Enfin, peut-être il y a pire, c'est les cryptos, mais je connais pas bien les cryptos, mais sur les startups, c'est très risqué. Et donc, s'il y a 10 ans, tu devais investir 20 000 € dans une startup, ça voulait dire que si tu dois investir dans minimum 10 startups pour être diversifié, ça veut dire qu'il fallait que tu investisses minimum 200 000 €. Qui a 200 000 € à investir en startup? Très peu de gens. Or, aujourd'hui, si tu peux investir 1 000 € dans une startup, tu vas investir dans 10 startups, ça veut dire 10 000 €. Qui a 10 000 € pour investir dans les startups? Beaucoup plus de monde déjà, tu vois. Pas tout le monde évidemment, mais beaucoup plus de monde. Donc tout ça, ça a démocratisé le marché. Merci à les incubateurs, les accélérateurs, les plateformes de crowdfunding, les communautés de business angels comme nous, les fonds. Voilà, et tout ça, ça s'est développé. Il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Et donc toi, pour revenir sur ton persona, cible, en gros, tu travailles avec des business angels. Donc c'est quoi ton business angel type? C'est quelqu'un qui a vendu sa boîte ou pas spécialement? Le business angel type chez nous, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans, qui est, bon, hélas, à 90% homme encore aujourd'hui. On a à peu près 10% de femmes, on en a de plus en plus, mais ça reste quand même encore très minoritaire. Mais en tout cas, entre 35 et 45 ans, soit qui a vendu sa boîte, et donc qui a fait ce qu'on appelle une exit, un cash out, et qui a touché de l'argent et cet argent il doit le réinvestir ou il veut le réinvestir. Ou bien c'est une personne qui a ce même âge ou un petit peu plus, qui a une boîte qui tourne suffisamment bien, qui délivre suffisamment de rentabilité et de cash flow chaque année pour lui permettre d'investir dans d'autres startups, dans d'autres boîtes. Et typiquement, pourquoi je choisirais d'investir par exemple à tes côtés, en fait, comment ça se joue VS aller chez tu vois, un autre gros fonds de la place? Bah écoute, chez nous, en fait, tu peux. Alors, si tu investis chez un gros fonds, tu vas devoir mettre un gros ticket sur la table. Par exemple, 100, 200, 300 000 €. Déjà, nous, le ticket moyen, il est plutôt à 50 000. Donc, on est déjà plus accessible. On est accessible à partir de 20 000 €, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, tu vas être beaucoup plus diversifié chez nous parce qu'on va investir avec un véhicule dans une cinquantaine ou une soixantaine de sociétés, tech, early stage et partout dans le monde. Puisqu'il y a à peu près un tiers des boîtes dans lesquelles on investit qui sont hors de France. Et ça, c'est hyper important pour nous. On investit aux US, on investit en Europe, en Afrique, en Asie et surtout beaucoup en Inde. Puisque c'est, je ne sais pas si tu sais, mais c'est vraiment la nouvelle Silicon Valley. Elle est en Inde, dans une ville qui s'appelle Bangalore, qui en fait attire tous les talents de l'Inde, les talents tech, de programmeurs, de designers, etc. Et il y a un vrai écosystème là encore qui s'est créé avec un marché local qui est gigantesque et avec donc une main-d'œuvre très bien formée. Je regardais, mais effectivement, la main-d'œuvre est hyper bien formée en Inde, et je regardais le PIB de l'Inde vs les US, vs la population. Enfin, tu comprends en fait par A plus B que l'Inde, et puis tu vois toutes les boîtes tech qui investissent massivement là-bas, tu comprends que c'est quand même le prochain gros, très très gros, enfin c'est déjà le très très gros marché. Exactement, en fait tu as 110 licornes en Inde, tu vois, on en a une trentaine en France, tu as 2 décacornes, et en fait donc il y a 23 villes dans lesquelles il y a des IIT, Indian Institute of Technology, et donc ces écoles d'ingénieurs, elles forment plein de gens qui sont très brillants. Généralement, soit ils allaient traditionnellement bosser aux US, dans des grosses boîtes, ou bien ils bossaient localement en Inde dans des administrations, l'administration, ou bien dans des grosses boîtes. Maintenant, il y a une troisième voie qui s'offre à eux, c'est créer leur startup et leur startup tech, parce qu'ils ont accès à un marché qui est le marché US et Inde, puisqu'ils parlent anglais par défaut là-bas. Enfin, en tout cas, les gens qui sont éduqués, qui ont des diplômes, parlent anglais. Et puis cette troisième voie, elle est rendue possible parce que, encore une fois, il y a un certain succès, il y a des capitaux qui sont là, il y a des Américains qui investissent, il y a des Indiens qui investissent aussi beaucoup de plus en plus. Il y a assez peu d'Européens. Nous, on est, à ma connaissance, le seul, en tout cas en France, à avoir une vraie présence en Inde, dans la tech, et à investir vraiment en Inde. On a une quinzaine de boîtes en portefeuille aujourd'hui, et on va accélérer là-dessus en créant carrément un fonds dédié à l'Inde, etc.
Est-ce que c'est ce que tu peux appeler de l'emerging market ou pas Ouais. spécialement aussi, ouais. Ouais, complètement, parce qu'en fait, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Je parle de la tech, hein, bien sûr, là-bas. En fait, si, il y a 10-15 ans, il y avait des groupes occidentaux qui sous-traitaient des choses en Inde, mais des choses à faible valeur C'est beaucoup ajoutée. de la sous-traitance de grosses boîtes. Exactement. Des call centers, de la saisie de données, des choses basiques. Sauf que maintenant, enfin, ça existe toujours, mais c'est plus ça. Nous, c'est pas ça notre core business. Notre core business, c'est de voir des gens qui créent des SaaS, des softwares, et qui, en fait, les scale depuis l'Inde partout dans le monde. Tu prends une boîte comme Zoho, qui est un CRM, c'est parti de Chennai, donc Madras, la ville de Madras en Inde. C'est une licorne. Voilà, C'est monstrueux, ouais, les volumes. monstrueux. Ouais. Et c'est marrant parce que la plupart des gens ne savent pas que c'est indien. Tout à fait. Tu vois? Ouais. D'ailleurs, ils ont potentiellement un avantage dans le sens où ils peuvent produire moins cher des outils SaaS plus qualitatifs que leurs concurrents américains, par exemple, ou européens, et avec un scale immédiatement mondial, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui est vachement impressionnant aussi, c'est qu'il y a un nombre absolument colossal d'Indiens dans la Silicon Valley qui bossent pour les GAFAM, enfin les grosses boîtes tech, et à tous les niveaux, et notamment au niveau les plus hauts. Ouais. Tu vois, tu prends les CEO des très grosses boîtes de la Silicon Valley, il y en a une très grosse partie, Tout à fait. pas loin de 50%, hein, qui sont d'origine C'est indienne énorme, ou ouais. indien. Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, donc des investisseurs français aujourd'hui n'ont pas de mal à te suivre sur justement des sourcings de boîtes en Inde avec un cadre législatif différent. Ça dépend desquels. Je dirais pas que tout le monde, tous nos business angels nous suivent sur l'Inde, c'est faux. Il y en a une bonne partie d'entre eux, on va dire, je sais pas, 20 ou 25% d'entre eux qui nous suivent là-dessus. Soit parce qu'ils ont compris que le marché de demain était là, ou alors parce qu'ils ont un fit avec l'Inde, ou bien parce qu'ils veulent diversifier un peu leurs investissements. Ils investissent pas mal en Inde et en Europe et ils veulent aller au-delà. Donc ça reste assez exotique pour pas mal d'investisseurs européens, mais il y en a quand même une certaine partie qui ont compris que c'était intéressant d'être là-bas. Ouais. Et toi, donc, en fait, donc, moi, je suis abonné à ta newsletter. Ouais. Tu as pas mal de deals qui passent et du coup, votre travail, je pense, c'est aussi les sourcer et donner ces recommandations d'investissement à votre communauté. Bien sûr. Donc, vous détaillez tout, le modèle, Ouais. les revenus, etc. Il y a pas mal d'éléments. Et d'ailleurs, je conseille fortement à tout le monde, même juste de s'abonner, même sans mettre de ticket, parce que je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais tu nous diras. Mais en tout cas, ou mettre un petit ticket et puis de s'abonner aussi. Ouais. Mais parce qu'on comprend mieux les détails, les fonctionnements d'une boîte, et ce que vous regardez en tant qu'investisseur professionnel. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant à lire pour savoir soi-même lorsqu'on dirige une boîte, qu'on la développe, ce qu'un investisseur va regarder. Bien sûr. Les KPI, les MRR, voilà, les taux de croissance, les secteurs aussi dans lesquels vous mettez, parce que j'imagine qu'il y a une analyse à ce niveau-là. Vous avez combien de personnes qui travaillent là-dessus? Comment vous... Écoute, on a à peu près en permanence 4 ou 5 personnes qui filtrent ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire tous les dossiers qu'on reçoit. On reçoit plusieurs centaines de dossiers chaque mois, donc ça veut dire entre 2 et 10, 15, 20 parfois certains jours. Donc il faut en fait rapidement les analyser et savoir est-ce que ça nous intéresse de creuser ou pas. Et donc ça, c'est en fait on se rend pas compte quand on est là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de dossiers et de projets absolument colossal. Il y a un gros filtre à mettre. Voilà, et il y a un gros filtre à mettre à la fois sur la qualité évidemment, mais aussi sur est-ce que ça correspond à ce qu'on connaît, à notre thèse d'investissement, notre stratégie. Si par exemple tu m'envoies un dossier pour ouvrir un réseau de restaurants, on va pas être les meilleurs, clairement, c'est pas du tout notre thèse. Par contre, si tu m'envoies un dossier software ou marketplace ou consumer app, forcément déjà là tu rentres un peu plus dans notre thèse, enfin même complètement dans notre thèse. Et puis on va regarder est-ce que tout est cohérent, l'équipe comment elle est constituée, qui nous a envoyé le dossier, ça c'est souvent important aussi. Est-ce que ce dossier il est recommandé par telle personne dont on sait que c'est une personne sérieuse, qui connaît bien ce marché-là. Et notre force aussi c'est nos 600, on a ça dépend ce que tu comptes, mais entre 600 et 1000 personnes dans notre communauté qui sont actives. Et ces gens-là, ils peuvent nous aider et ils nous aident souvent à analyser un dossier. Tu vois, tu vas nous envoyer un dossier sur le retail tech. Je sais que dans mes business angels, dans mes investisseurs, j'ai 3-4 personnes qui ont bossé chez Auchan, Carrefour, etc. Je vais leur envoyer le dossier et vont me dire, tiens, sur le retail, ok, ça c'est intéressant. Attention, ça c'est dur, il va pas y arriver. Tu vois, et
Et c'est cette richesse qui fait, en fait, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, c'est la puissance de cette communauté. C'est une communauté, ouais. C'est vraiment le même limite, enfin voilà, une analyse communautaire. Ouais. En tout cas, t'as des feedbacks de la part de tes invests. Exactement. Ça permet de rendre en fait vos dossiers encore plus béton quand vous les proposez à l'invest. Ouais. Hyper intéressant. Et du coup, sur ça, enfin toi qui vois passer tous ces deals-là, est-ce que déjà t'as un peu des bonnes pratiques sur du SaaS en termes de métriques, un peu que tu as envie d'aller chercher et que tu as envie de voir? Ouais. Je te donne peut-être quelques clés d'analyse. Je sais pas, est-ce que tu vois, je sais pas, sur du MRR, de l'inter, pas de l'inter, des paniers moyens, des choses un peu factuelles comme ça où tu te dis bon bah là red flag ou au contraire. Ouais. C'est une bonne, c'est un bon point. Il y a des milliers de choses qu'on peut regarder, mais grosso modo, tu vois, on va regarder déjà la croissance de mois en mois ou d'année en année. Si par exemple tu vois une boîte qui fait une croissance de plus que x2 d'année en année, je parle sur des chiffres déjà un peu installés, hein, c'est facile de faire du x2 si tu fais 5 000 € de chiffre d'affaires annuel, bon. Mais sur des chiffres un peu installés, si tu fais plus que x2, si tu fais x3, x4, x5… Installé, c'est à partir de quoi Ça veut dire en gros au-delà de 500K de CA annuel, tu vois. Au-delà de 500K de CA annuel, si tu arrives à faire plus que x3, tu es déjà dans le top des tops de ce qu'on voit. Tu vois, et donc là déjà tu vas exciter ma curiosité, je vais me dire ok, cette personne-là, elle a soit compris un truc quoi. Voilà, exactement, elle a compris un truc ou alors elle est sur une vague qui en ce moment déroule bien et elle a un bon positionnement. Voilà. Après, on va regarder des choses très simples, hein, tu sais, le LTV sur CAC, le lifetime value sur coût d'acquisition client. Ces métriques-là, bon, évidemment, au-delà de x3, donc ça, c'est assez classique. On va regarder les taux de marge brute. Alors, en SaaS, généralement, c'est quasi 100%, mais parfois, on a des modèles différents qui sont pas SaaS. Et donc, ils vont appeler du MRR, mais c'est pas vraiment du MRR parce que c'est soit pas vraiment récurrent ou alors ils vont prendre le LTV sur CAC et dans le LTV, ils vont mettre le chiffre d'affaires alors qu'il faut plutôt mettre la marge brute. En fait, souvent, on met le chiffre d'affaires en SaaS parce que le chiffre d'affaires et la marge brute en SaaS, c'est la même chose. Mais sauf que sur un business différent où ta marge brute, elle est de 50%, bah non, il faut mettre la marge brute, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc, il y a des petits pièges comme ça un peu à regarder. Tu vas regarder effectivement. Alors, l'histoire des paniers moyens, elle est intéressante parce qu'elle est compliquée à répondre parce que tu peux avoir des très gros… En fait, tu sais, c'est ce fameux schéma où tu as quelques très gros clients, tu peux faire une très belle boîte, ou alors tu as des millions de tout petits clients. Tout à fait. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait, tu vois. Moi, j'aurais tendance à préférer un client qui a plein de petits clients parce que je me dis, s'il en perd quelques-uns, c'est pas grave, il en a toujours des millions. Alors que, tu vois, celui qui a plusieurs gros clients, s'il en perd un, c'est déjà peut-être un quart du chiffre d'affaires qui s'en va. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué. Ça, c'est ma préférence personnelle. Mais voilà, je pense qu'en fait, il faut… Alors, tu as raison, il faut avoir une grille d'analyse, mais il faut surtout être capable de rendre cette grille d'analyse dynamique, c'est-à-dire la faire évoluer en fonction des projets, des secteurs, des époques, et surtout pas se figer à une grille d'analyse pour tous les secteurs et tous les marchés et tous les business models. Je pense que en fait, ce qu'on dit pas assez, je trouve, moi, dans le secteur, pour le connaître un peu, c'est qu'en fait, tu es en train d'investir dans des boîtes qui sont souvent assez innovantes. Oui. Où tu as une sorte de vision, toi, parce que tu connais bien le marché, tu connais bien la tech, tu connais bien les usages, que peu de personnes ont. Ouais. Et donc, tu es un peu aussi, et sur ces tours early stage, tu es quand même, toi, en fait, assez clair. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies une part de… il faut que tu aies une part de modèle, mais il faut que tu aies une part où tu y crois et tu fais confiance au marché. Oui, de conviction. De conviction, oui. Oui. La conviction, c'est très important dans notre business, dans notre activité, parce que en réalité… les plans se passent jamais comme prévu. Jamais. Et quand ça se passe comme prévu, effectivement, tu as raison, c'est l'exception. Et en fait, même ce que tu cherches, c'est que ça se passe pas comme prévu. Ce que tu cherches, c'est que ça se passe 10 fois comme prévu. Et là, tu dis, waouh, j'avais une forte conviction, elle a été validée, j'ai certainement eu un peu de chance. Mais tu dis, c'est génial parce que j'avais senti quelque chose chez… Tu vois, c'est comme quand tu recrutes quelqu'un, en fait, c'est pareil. J'avais senti quelque chose chez cette personne et j'avais senti qu'elle pouvait apprendre beaucoup de choses et devenir très forte. Tout à fait. Et en fait, quand tu as ça, tu es assez fier de ton choix. Mais il faut aussi que tu laisses les choses se faire et que la personne se prenne aussi les pièges de l'activité, le démarrage, etc. Forcément, personne n'est omniscient dès qu'il est né. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre un petit ticket au début
On regarde comment ça se passe, on laisse passer 1 an, 2 ans. Si la personne, elle a été sérieuse dans ses reportings, elle a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, elle nous a tenus au courant, elle a une bonne attitude, elle a attiré des clients et des investisseurs, bah, il y a toutes les chances qu'on remette, qu'on réinvestisse. Ouais. A contrario, des fois, on fait des chèques, on n'entend plus jamais parler des fondateurs pendant 2 ans, et puis ils nous reviennent nous voir et nous disent « Ah, au fait, j'ai plus de cash, maintenant je relève ». Bah ouais, mais en fait, tu nous as jamais dit ce qui s'est passé depuis 2 ans, on sait pas, bah, c'est difficile de se faire confiance. Et du coup, sur ces métriques du coup, dont on parlait, sur du SaaS, est-ce que tu as des catégories de SaaS aujourd'hui où tu te dis, aujourd'hui, il y a une vraie tendance là-dessus, typiquement, je sais pas, de la cyber, enfin, est-ce que tu vois des… Ouais, la cyber, je pense que c'est un secteur qui va beaucoup prendre parce qu'en fait, il va y avoir de plus en plus d'attaques et on va devoir de plus en plus se défendre. Après, sur les métriques, encore une fois, c'est très variable d'un secteur à l'autre. J'ai l'impression que tout le monde parle d'IA aujourd'hui, tous les outils ont de l'IA, mais je sais pas si c'est une catégorie en tant que telle parce que tous les outils vont en inclure. Enfin… Ouais, alors oui, tu as raison, la plupart des outils vont en inclure. Après, tu vois, il y a toujours la question, c'est on voit des decks beaucoup avec des mots-clés. C'est intelligence artificielle, machine learning. Est-ce que vraiment la personne, elle sait de quoi elle parle, elle utilise des modèles qui existent déjà sur étagère ou elle a développé ses propres modèles, auquel cas il y a un vrai actif technologique versus il y en a moins, c'est juste un use case, tu vois. Ouais. C'est ça que vous faites aussi dans l'analyse, quoi. Oui, mais en fait tout ça, tu peux t'en rendre compte que quand tu as vu des milliers de dossiers. C'est toujours l'expérience, tu vois, c'est toujours pareil. Ou alors, tu connais très bien un secteur, mais vraiment très bien, et tu te focalises dessus. Mais dans ce cas-là, je pense que si tu veux être investisseur et te focaliser vraiment sur une niche, tu dois absolument être international et voir tous les dossiers dans tous les pays du monde. Parce que tu peux pas te spécialiser sur une niche en tant qu'investisseur et rester sur le marché franco-français. Il n'y a pas assez de boîtes incroyables pour ça. Parce que faut quand même se rappeler que nous, on investit sur des boîtes vraiment incroyables, enfin, j'espère qu'ils sont incroyables. C'est 0,1% du marché. Et ces boîtes-là, bah, en fait, ça représente juste quelques boîtes par an. Des boîtes vraiment exceptionnelles, j'en vois 5-6 dans l'année. Ouais. Et si on parle justement du contexte actuel, enfin deux choses, du contexte actuel et de l'exit, toi, si tu as commencé à investir en 2014, 2015 ou avant, ouais, 2017 plutôt. 2017, ouais, 2017. Est-ce que tu as commencé à avoir des exits? Ouais. Okay. En fait, les exits, sauf exception, elles arrivent généralement au bout de 5 ans, à peu près, tu vois. Donc effectivement, oui, j'ai commencé tout juste à en avoir quelques-unes, tu vois. Mon associé Fred, ça fait un peu plus longtemps qu'il investit, lui, ça fait presque 10 ans. Et donc lui, il a commencé à avoir des exits il y a 4 ans à peu près. Il en a eu quelques très belles. Et effectivement, il ne faut pas être pressé dans ce monde-là. Sauf exception, encore une fois, hein, j'ai vu des exits à 12-18 mois, mais en fait, c'est soit un gros coup de chance, soit probablement tu n'aurais pas dû sortir parce que c'était trop tôt. Ouais. Parce que c'est une trop belle boîte et que finalement, si on te propose de sortir aussi vite, tu devrais rester. Ouais. Tu vois. Voilà, moi, donc j'ai commencé. Donc effectivement, si pendant 5 ans, vous avez besoin du cash, bah, surtout n'investissez pas en start-up, en private equity, parce que c'est pas liquide. C'est pas fait pour ça. Voilà. Les seuls moments où en fait c'est liquide, c'est quand tu as la chance, encore une fois, d'investir dans une boîte genre back market à ses débuts. Et là, en fait, la croissance est tellement folle et tellement forte que chaque jour, tu as des investisseurs qui viennent toquer à ta porte en te disant « j'ai envie de te racheter des parts de Blablacar ou de back market », tu vois. Mais des boîtes comme ça, tu en as une sur des milliers. Donc, Est-ce qu'on parle un peu dans le secteur, dans l'environnement actuel, c'est qu'il y a eu une forte hausse de l'inflation suivie par une forte hausse des taux d'intérêt par les banques centrales. Donc forcément, l'investissement en private equity qui, on va dire, était là où il y avait les meilleures rentabilités, en ont moins parce que c'est aussi des classes d'actifs qui perdent peut-être en intérêt par rapport à de la dette, typiquement, sur laquelle vous travaillez également, il me semble. Comment tu vois le sujet? J'essaie de lire pas mal de choses sur… j'aime bien ce qu'ils font chez Benchmark, ils font des trucs assez précis, je trouve, sur les rapports de montant levé, etc. J'ai l'impression de voir que
Q1 2023, typiquement VS Q1 2022, tout ce qui est seed, pré-seed, série A, ça tient quand même relativement bien. Oui. VS des séries B, C, D, etc. Clairement. Est-ce que tu as la même vie? Est-ce que toi, de ce que tu vois actuellement, de tous les deals que tu vois passer, t'es à moins combien ou plus combien? Qu'est-ce que tu observes via tes datas? Ce qu'on observe, nous, c'est que les valos des boîtes, elles ont chuté par rapport à 2021, début 2022. En gros, elles ont chuté entre, je dirais, en fait, entre moins 20 et moins 60%. Ça, c'est sur pas forcément sur le pré-seed parce que c'est très particulier, mais sur le seed et on va dire la pré-série A, tu vois. Entre moins 20 et moins 60%. Ça, c'est le gros du marché qui a perdu ça. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours un peu les exceptions. Les exceptions, c'est certaines boîtes qui sont sur des marchés et des secteurs très chauds. Par exemple, l'exemple très bateau, hein, c'est une boîte qui est en lien avec ChatGPT aujourd'hui. Forcément, la valo, elle se maintient, tu vois. Elle a pas beaucoup baissé, voire même, elle est même plus haute qu'avant. Des boîtes comme ça, ou des boîtes forcément de serial entrepreneurs, donc de gens qui ont créé une boîte auparavant et réussi à la vendre, donc de from scratch jusqu'à la vendre à généralement une plus grosse boîte ou faire une exit quoi, ou éventuellement une IPO. Et ces gens-là, en fait, la valo pour ces gens-là, elle se maintient, voire même elle est même encore plus importante qu'avant, parce qu'en fait, c'est des profils rares. C'est rare, oui, et donc, comme il y a eu beaucoup de capital levé ces dernières années, il faut que ce capital il soit déployé. Et forcément, ce capital, il a tendance aujourd'hui à être déployé sur beaucoup moins de cibles potentielles. Et donc, en fait, il y a les tours de ces boîtes-là, ils sont sursouscrits en quelques jours ou quelques semaines parce qu'il y a tout ce capital disponible qui reste de ces dernières années Covid, qui est maintenant frileux pour être déployé dans le tout venant. Mais par contre, pour les boîtes un peu outstanding qui sortent du lot, elles vont toutes dessus. Tu vois. Un peu une flight to quality quoi sur. Exactement. Sur ça, ouais. Et là, tu vois des valos en pré-seed à 10 millions. Ouais. Ça, on en voit toujours. Mais parce que si tu as un fondateur qui est exceptionnel, avec une team qui est exceptionnelle, qui a exité sa boîte avant pour 100 ou 200 millions, bah, tu te dis, OK, il ou elle sait scaler une boîte. Donc, il n'y a pas de risque opérationnel. Il y a beaucoup moins de risques organisationnels, etc. Tu te dis, OK, il a un projet ou elle a un projet. En fait, tu fais confiance en la personne. Et voilà. Basta. Et donc sur toutes les autres, on va dire sur quand tu vois là il y a une sorte de, je pense, stabilisation en tout cas aux US côté taux d'intérêt. Comment tu vois un peu je sais qu'on personne n'a de boule de cristal, mais comment tu vois un petit peu les 12-18 prochains mois? Clairement, les 12-18 prochains mois, c'est-à-dire l'année 2023 et 2024, vont être compliqué quand même pour le secteur du private equity et du VC. On voit bien qu'il y a la grosse majorité des fonds, ils sont plutôt attentistes, ils sont frileux. Encore une fois, ça c'est vrai sur les séries A, B, C, D et plus. Même en bourse, hein, ça a été assez chaotique, etc. Et quoique, depuis le début de l'année, là, ils sont la bourse est bien reparti. Voilà, mais c'est, tu vois, c'est toujours. Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la bourse, hein, j'y connais assez peu, mais ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un comportement assez erratique et difficile à lire. On ne sait pas si on est dans un marché haussier ou baissier, en vrai. C'est tout à fait. J'ai du mal à lire moi au niveau macro. Voilà. Où est-ce qu'on en est en fait. Voilà. Donc, mais parce que ce qu'on a vécu avec le Covid et en termes financiers, hein, je parle. Je pense que c'était assez inédit. Un afflux de capital massif, un arrêt des activités, une reprise des activités. Donc tout ça, on ne sait pas encore trop vers où ça nous mène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché du VC, Série A et plus, il va être grippé pendant au moins 18 mois. Okay. Nous, sur l'early stage, comme tu l'as dit, on est plutôt préservé parce qu'on est au tout début de la chaîne et qu'il y aura toujours des gens pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faudra toujours les financer. Donc, ce n'est pas trop un sujet pour nous. Le sujet pour nous, c'est que ces boîtes-là, dans lesquelles on investit aujourd'hui ou dans lesquelles le pire, c'est qu'on a investi il y a 1 an ou 1 an et demi, là, ces boîtes-là, si elles ont plus de cash, si elles doivent relever de manière certaine, là, en ce moment, et qu'elles brûlent beaucoup de cash et qu'elles ont levé sur des grosses valos il y a 1 an, 1 an et demi, mais là, c'est quasiment impossible qu'elles relèvent maintenant. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles meurent, soit elles arrivent à faire le dos rond pendant 18 mois jusqu'à relever en 2025. Parce qu'il y a ce sujet de si tu as levé sur des grosses valos et que tu veux relever là, attends, réexplique-moi le truc. C'est qu'en fait, ta valo d'entreprise. Si. En fait, c'est hyper compliqué parce que si tu as levé sur une grosse valo il y a 1 an et demi et que là maintenant tu veux faire ce qu'on appelle un down round, ouais, c'est ça. donc tu vas lever sur une valo inférieure, en fait,
tout le monde va être hyper dilué. Et donc, en fait… Le fonds a une préférence là-dessus, non? C'est ça? Oui, alors ça dépend des packs d'actionnaires et il peut en avoir une. La plupart du temps, tu as raison, il en a une. Mais alors, donc, le fondateur, les fondateurs, il se peut qu'ils soient plus du tout motivés parce qu'ils sont très dilués. Les fonds, ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils comptaient sur… Parce que notre industrie du capital risque, elle repose sur, clairement, à chaque fois, il faut que le tour il soit de plus en plus gros, une valo de plus en plus haute, jusqu'à un acquéreur qui va acquérir très cher ou une IPO. Le fonds assume la perte, en fait, quoi. Voilà. Donc là, ça se grippe. Ça se grippe et tu dis, en fait, c'était peut-être pas une bonne idée de profiter… En fait, c'était une bonne idée de profiter de l'argent facile il y a 12-18 mois, si tu étais sûr de ton coup, c'est-à-dire si tu étais sûr de faire une grosse croissance et de pouvoir arriver au break-even assez vite. Si tu n'as pas réussi à faire ça, ça va être très très chaud. Ça va être très chaud. Ouais. Donc focus plutôt rentabilité. Ouais. Et, En ce moment, c'est rentabilité ou en tout cas flat, break-even. C'est effectivement éviter de cramer trop d'argent, surtout éviter d'aller cramer de l'argent en acquisition pour des clients qui sont au final pas rentables ou qui seront rentables peut-être un jour dans 10 ans. Tu vois, ça c'est fini. Mais c'est un peu le point que je voulais faire tout à l'heure et qu'on n'a pas développé, mais sur, tu sais, le fait d'avoir un gros client vs plein de petits clients. Oui. En fait, est-ce que structurellement, tu vois, parce que ces leviers digitaux, il y a eu, moi, du côté marketing, acquisition, il y a quand même eu ça, il y a eu une grosse croissance, on va dire, de l'acquisition digitale. Ouais. Et ça, est-ce que tu vois des mouvements là-dedans? Oui. Dans le sens, ça coûte plus cher d'acquérir un client, donc peut-être des modèles historiques qui ont fonctionné ces 5 dernières années fonctionnent moins bien. Ouais, en fait, alors je sais pas si ça coûte plus cher. En tout cas, oui, ça coûte plus cher qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est sûr. Mais ça coûte pas forcément plus cher qu'il y a 18 mois, etc. Mais le marché a complètement changé. Donc en fait, si tu bâtissais ta croissance et ton business model sur j'achète un client pour 100, je lui vends une première fois pour 50, une deuxième fois pour 50 et une troisième fois pour 50 et donc je gagne de l'argent à sa troisième commande. Ça pouvait s'entendre il y a 18-24 mois. Aujourd'hui, c'est même pas la peine d'essayer. Ouais. C'est, ah non, attends, t'achètes ton client pour 100, il faut que tu lui vendes dès ta première commande du 200, du 300. Sinon, c'est mort. Ouais. On regarde même pas, tu vois. Parce que, en fait, parier sur une hypothétique cross-sell, upsell et return… Je sais plus, ça coûte trop cher de parier sur ça. Bah ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est la première fois de l'histoire que Google a annoncé une baisse du chiffre d'affaires de ses activités. Voilà, c'est un signe que le marché se contracte publicitaire, tu dois le voir, forcément. Voilà. En même temps, il y a aussi un côté un peu sain où quand même, je sais plus quel est le vrai chiffre, mais c'était délirant, c'était genre, je sais plus, 40 ou 50% de l'argent levé qui était cramé des fois en acquisition, donc directement donné à Google et Facebook. Est-ce que c'était un modèle hyper sain à terme? Pas sûr. En fait, je pense que moi, j'ai l'impression de voir un peu une bulle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment sur 12 mois une espèce de bulle. On retrouve, par exemple, ces grosses boîtes médiathèques qui ont un modèle purement publicitaire, sont quand même sur des niveaux des plus hauts historiques de revenus, qui croient beaucoup moins vite, voire négativement sur les derniers quarters. Ouais. Mais on reste quand même sur, je sais pas, à 60 milliards par quarter. Enfin, ça reste des niveaux, jamais atteints. Donc au final, je pense qu'il y a une forme de résilience, mais effectivement, c'est intéressant de lier les deux parce que je pense c'est intéressant pour les entrepreneurs qui démarrent ou même qui démarrent pas, mais sur les modèles de distribution, où finalement, tu dois aussi réfléchir à des modalités plus smart de comment je réussis avec 1 euro à faire plus, ou à distribuer de manière plus smart, de manière avec des effets réseau, avec des paniers moyens plus élevés, avec des offres, voilà. Mais c'est là où effectivement on pouvait, je pense, faire l'impasse là-dessus peut-être avant parce que on y réfléchissait juste un simplement moins parce qu'on pouvait financer, quoi. Donc, c'est ça. En fait, il y avait une croyance un peu populaire qui disait OK, lève le plus possible. De toute façon, cet argent, il sera destiné à être cramé en acquisition. Donc, lève le plus possible d'argent. Cet argent, crame-le plus possible en acquisition pour faire de la croissance.
et relever un plus gros tour, un plus gros tour, un plus gros tour toujours. Et en fait, on se fichait un peu de est-ce qu'un jour on arrivera à rentabiliser, est-ce qu'un jour on arrivera à vendre, est-ce qu'un jour, etc. C'était peut-être pas forcément très sain. En réalité, il y a forcément toujours un moment où tu dois rentabiliser une boîte quand même. Enfin, en fait, une boîte à la base, quand même, son but c'est quand même d'être profitable. Oui. Donc, elle peut être temporairement, et c'est pour ça qu'on existe nous. Elle peut être temporairement déficitaire et on peut financer ce déficit temporaire. Mais à terme, elle doit soit être profitable, soit avoir un actif technologique tellement fort, un actif qui différenciant tellement fort qu'elle va être acquise pour cet actif par un autre. Mais tu vois, il y avait un peu en fait, on en était aussi un peu au début de ces modèles-là, ces 15 dernières années. Et en fait, on a été un peu, mis sur les mauvais chemins par certaines boîtes. Tu vois, une boîte comme Uber, par exemple. En fait, pourquoi les investisseurs ont autant acheté Uber, etc., c'est que il y a un moment, en fait, ils savent très bien que Uber, dans les 10 prochaines années, ils vont virer tous leurs chauffeurs et ils auront des voitures autonomes, donc ils vont virer les 2/3 de leur charge. Ouais. Donc, en fait, tout ça, je dirais que c'est presque intégré dans le cours de l'action Uber aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est pas vrai pour toutes les boîtes. Alors, peut-être sur la livraison à domicile, pareil. Un jour, il y aura plus de livreurs, ce sera tout robotisé. Ça, on en est quand même un peu plus loin, je pense. Et il y a des boîtes, c'est pas du tout vrai. Tu peux pas remplacer, en fait. Pas encore. Je trouve que tu touches à un point important, c'est que tu as vraiment deux types de tech. Tu as les méga caps du S&P 500 qui font ultra rentable, ultra rentable. Et après, tu as d'autres index, le Russell, je trouve ça aux US, le Russell 2000 ou comme ça, où en fait, tu as d'autres soft, tout ça, ce qui effectivement n'arriveront peut-être jamais à la rentabilité, et on a peut-être tout mis un peu dans le même panier en se comparant effectivement à des très gros qui ont des modèles intégrés comme Uber que la majorité peut-être ne comprennent même pas. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est cet amalgame. Mais en fait, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Google, on peut dire ce qu'on veut sur ChatGPT, sur ce qu'on veut, mais Google aujourd'hui, depuis 20 ans, ils ont le meilleur algorithme. C'est tout, point. Enfin, on peut pas argumenter contre. C'est genre, et donc, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit meilleur, peut-être que ChatGPT va l'être, et c'est peut-être probable. D'ailleurs, il flippe un peu chez Google, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà. Ouais, et je pense que c'est ce qui s'est passé, si je vois, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, vu que cette classe d'actifs a tellement explosé, des gros fonds de PE qui n'étaient pas sur ces deals-là, qui s'y sont mis, et donc ça a dû faire un afflux énorme de capitaux, tu vois, de trickle down sur d'autres types de fonds. Exact. J'ai l'impression que tu as ça aussi un peu en termes de... Ouais, c'est vrai. On avait assez peu les... Oui, c'est vrai, parce que tu vois, traditionnellement, le private equity, il s'était réservé à des boîtes très rentables, traditionnelles, dont on connaît les business models depuis des décennies, etc. Et effectivement, ces dernières années, ils sont venus. Alors, est-ce qu'ils vont rester encore quelques années? Je sais pas. Mais en tout cas, tu as raison, ils sont venus sur un peu nos boîtes. Et on a été, nous, les premiers étonnés. Hein. On a vu des fonds de LBO venir sur des boîtes dans lesquelles on avait investi, qui étaient ni rentables, alors qui avaient une très forte croissance, certes, mais qui n'étaient pas rentables et qui étaient tout petits, qui faisait genre moins de 3 millions de chiffre d'affaires annuel, tu vois. Jamais. C'est pas leur cible à la base. Non, un fonds de LBO, normalement, il fait pas ça. Alors nous, tant mieux, on est très contents qu'ils viennent, mais est-ce que c'est compatible avec leur TRI depuis 20 ou 30 ans, les attentes de leurs investisseurs? Je sais pas. On verra. Ouais. Écoute, Corentin, fascinant. Bravo pour ce que vous avez mis sur pied. Merci. Et j'invite tout le monde à regarder ce que vous faites, et je continue à regarder moi-même aussi, et à investir le cas échéant. Voilà. Merci et à très vite. Super. Merci Étienne, à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker, partager et suivre la page afin de voir les prochains épisodes.